Alors, à présent, on va s'intéresser donc à l'avenir des réseaux mobiles et on va accueillir Pierre Madillot, responsable unité de recherche et spécialisé dans l'Internet des objets d'Orange Lab. 15 minutes pour voir un peu quel avenir des réseaux. On va parler 5G notamment. Bon, bonjour, moi je suis Pierre Madillot, donc je travaille à Orange Lab à Grenoble et je m'occupe d'une équipe recherche et développement sur le domaine de la connectivité des réseaux. Si je l'ai donné tout à l'heure. Voilà, donc je vais vous brosser un petit tableau des réseaux mobiles et puis on regardera comment ça évolue et je répondrai à vos questions. Tout d'abord, il faut savoir, enfin vous le savez tous, on utilise le domaine de la radio. On est sur un médium quand même qui est plutôt d'une qualité médiocre, puisqu'il est sujet à diffraction, réfraction. Il y a aussi du fading, c'est-à-dire on peut perdre l'onde. Il y a aussi en ville du multitrajet, puisqu'on rebondit sur les immeubles. Donc on est quand même sur un médium qui n'est pas très très bon en termes de qualité et qui est aussi peu prévisible. On mesure cette qualité par un rapport signal sur bruit et les principaux réseaux qu'on utilise aujourd'hui sont dans des bandes sur 300 mégas jusqu'à quelques gigahertz. Voilà, donc vous avez vu ces dernières années, il y a eu un certain nombre de dénominations 2G, 3G, 4G, on parle aussi de la 5G. En fait, ce sont des dénominations commerciales et qui ont leurs extensions, 2G en Edge, 3G en HSDPA, etc. Donc tout ceci sont des appellations commerciales et les débits d'année en année augmentent. Sur les 10 dernières années, ils ont été multipliés par 10 et ne serait-ce que l'année dernière, on a doublé le trafic en termes de débit et de besoin de bande passante. C'est lié à tout ce qu'on voit aujourd'hui, la montée sur YouTube. On a 5 millions de vidéos qui sont chargées toutes les minutes. Donc forcément, on a de plus en plus de demandes et de besoins dans les années à venir. Les bandes passantes, en 2G, c'était 40 kilobits. La 2G était faite que pour au départ de la voix. Et ensuite, on est passé en Edge avec de la data en mode paquet. Voilà. Et puis chaque version engrange de nouvelles possibilités en termes de débit et aussi en termes de service. Le Wi-Fi se situe au-dessus, puisque la 4G c'est en théorie jusqu'à 1 giga, mais en pratique jusqu'à 384 mégas, et le Wi-Fi est à 450 mégas aujourd'hui. Donc si on veut caractériser ces différents réseaux, il faut parler de débit, mais il faut bien parler de débit montant, de débit descendant et aussi voir si on est en statique ou en mobilité, ça change grandement les choses. Alors, ces réseaux cellulaires, il y a eu plusieurs générations. Certaines étaient en continuité, d'autres en rupture. Donc la 2G, c'est du mode circuit pour la voix et puis avec le Edge, on est passé en mode paquet. Ensuite, en 3G, il y a eu des améliorations par rapport à la 2G. Donc on est plutôt dans la continuité de la 2G. Et c'est là qu'on a vu apparaître des besoins en termes de navigation sur Internet et de premiers téléchargements. Donc ça s'est beaucoup développé et on est passé depuis les années 2010-2013 vers la 4G, où là on passe dans un besoin beaucoup plus important de téléchargement, de vidéos instantanées, de gros fichiers, d'une navigation sur Internet beaucoup plus fluide et plus rapide. Toutes ces générations, en fait, elles sont demandées par les besoins utilisateurs, mais il y a 2 organismes internationaux qui les fixent et ensuite qui les réalisent. L'IUT, l'Union internationale des télécoms, qui va fixer les besoins et qui va spécifier un minimum de besoins en termes de standardisation. Et ensuite, un groupement d'opérateurs et d'industries des télécommunications qu'on appelle le 3GPP, il y a à peu près 350 membres, qui lui va spécifier et va réaliser les spécifications qui vont permettre aux industriels de prototyper les équipements.
Ensuite, le 3GPP assure la maintenance et les évolutions de ces versions. Ça prend quand même pas mal de temps. On ne passe pas en 2 ans d'une demande de l'IUT des besoins à l'industrie qui réalise les capteurs ou les smartphones. Donc, par exemple, sur la 4G, eh ben, ça a commencé en 2008 et ce n'est qu'en 2013-2014 qu'on a vu les premiers équipements sur le terrain. Voilà, donc pour chaque génération, il faut aussi des licences, et ce sont des licences qui sont proposées par les opérateurs, par les gouvernements et achetées par les opérateurs. Juste un petit schéma de réseau pour bien comprendre. Donc le réseau est formé en cellules, ça vous le savez, et on a des base transmitters qui allouent des fréquences aux différentes cellules. Il faut voir que le smartphone, il va se connecter, établir un lien avec le base transmitter et ensuite il trafiquera sur ce canal. C'est différent d'autres technologies, Sigfox, LoRa, NB-IoT et autres, où là on va broadcaster un message. Donc là on est bien sur des liaisons point à point pour établir un canal et ensuite on trafique. On voit qu'en 2G, 3G, il y avait une séparation entre le trafic qui était lié à la signalisation, mon mobile et ses éléments de communication, et la data, la voix, qui ensuite repartait vers le cœur de réseau. Voilà, le cœur de réseau, lui, il assure le routage, le transfert, l'attachement des mobiles, etc. Alors, il y a un élément important dans ces ensembles de réseaux, c'est la carte SIM. La carte SIM, c'est une carte à puce. Elle permet d'accéder au réseau en sécurité, puisqu'elle va gérer le cryptage, l'abonnement, l'identification de l'abonné. Elle gère aussi l'identification de l'opérateur et elle contient des données personnelles. Aujourd'hui, c'est une carte SIM qui embarque aussi un operating system et de la mémoire, donc on peut lui télécharger différentes applications. On connaît tous l'application de lock et des lock, mais de plus en plus, on verra de nouvelles applications gérées par les opérateurs de banking, le mobile banking ou de prepaid. C'est des choses qui vont arriver de plus en plus et qui vont être embarquées dans la carte SIM. On va aussi évoluer vers ce qu'on appelle l'eSIM, c'est-à-dire la carte SIM embarquée hardware, qui est dans le composant, dans le device, et qui va permettre d'avoir plus de souplesse et de manager la carte SIM à distance, ce qu'on ne sait pas forcément faire aujourd'hui, voire de changer d'opérateur sans changer de carte SIM puisqu'elle sera hardware. Voilà, je voulais vous dresser un petit tableau de ce qui va se passer, ce qui se passe aujourd'hui en 4G. Donc ça s'appelle LTE pour Long Term Evolution. Donc l'IUT l'a spécifié dans les années 2008-2009. Et en France, on a vu les premiers réseaux apparaître à partir de 2013-2014. Ça permet des très hauts débits, au-delà d'une centaine de mégabits par seconde. Maintenant, ce sont des débits au niveau réseau. Après, si on raisonne au niveau terminal, le terminal, il se partage le support et les bandes de fréquence. Et en pratique, on a 10 à 15 kilobits par seconde sur les terminaux. On a aussi un effet infrastructure qui fait qu'on peut gérer jusqu'à à peu près 200 terminaux par cellule, et avec des temps de latence très courts de 30 millisecondes. Temps de latence qui vont permettre d'avoir des objets qui vont dialoguer et avoir des réponses instantanées quasiment par rapport à leurs demandes. Donc c'est quand même une bande passante qui a été multipliée par 10 et une latence très très faible. En fait, la 4G est en rupture par rapport à la 3G et on a apporté de nouvelles technologies sur la gestion des fréquences et le multiplexage qui ont permis ces réalisations. On arrive à des équivalents Wi-Fi, mais on est encore loin d'une qualité Wi-Fi comme on peut l'avoir à la maison. Voilà. Donc la 4G, en fait, elle est arrivée surtout pour la transmission de données. Et elle a une particularité, c'est qu'elle est toute IP. On est passé de la voix mode circuit en voix sur IP, VoLTE. Et on a pu ainsi développer des solutions avec des débits plus importants pour aller chercher de nouveaux marchés qu'on ne pouvait pas avoir avant. En termes de couverture, c'est l'ARCEP qui fixe les règles de couverture et qui précise les besoins à venir, des besoins en termes de couverture de population ou en termes de couverture de territoire.
Voilà, alors les bandes de fréquences ne sont pas les mêmes dans tous les pays, donc forcément il va y avoir des adaptations. Aujourd'hui les smartphones embarquent des solutions permettant de se raccorder à plusieurs types de réseaux, on le voit en France, 2G, 3G, 4G, mais on a aussi des smartphones pour différents pays qui sont proposés par les constructeurs. En termes de réseau, ce qui s'est passé en termes de réseau, c'est que les fonctions cœur de réseau qu'on avait tout à l'heure, la gestion de la voix, de la data, etc., les gestions aussi de contrôle et de localisation, voire de handover, tout ça, ce sont des gestions qui vont être possibles au plus près du client, donc dans les iNodes B. L'inode B intègre aujourd'hui toutes ces fonctions, sait les gérer, gère son parc de mobiles et transmet l'information data et signalisation vers le cœur de réseau. Alors, il y a quelque chose qui arrive en 4G qui va beaucoup se développer en 5G, c'est le device to device. C'est intéressant parce qu'il permet de transférer des données entre mobiles et ne passant plus ou ne surchargeant plus le réseau cœur. Seulement la signalisation peut remonter au réseau cœur. Ça existe depuis 2016. Pour la voix, pour la data, pour l'image. Ça permet aussi le développement de réseaux maillés. Qui dit maillé, ça veut dire une plus grande sécurité dans le réseau. Si je n'atterris pas directement vers le mobile cible, je peux passer par un autre mobile qui se fait relais vers la cible. Mais d'un autre côté, ça pose des problèmes de consommation puisque le mobile est à l'écoute, doit écouter ce qui se passe sur le réseau pour pouvoir retransmettre l'information. Donc il y a beaucoup de travaux sur le D2D, notamment dans le domaine de l'Internet des objets, puisque là on va transmettre peu d'informations et on ne sera pas toujours en visibilité des antennes ou des gateways, et donc le transfert d'informations de passerelle à passerelle ou de mobile à mobile sera très intéressante et ça va beaucoup se développer. Voilà, quelque chose qui se développe déjà pas mal aussi, c'est les small cells. Donc vous en avez de plusieurs types. Vous avez des picocells pour des solutions locales, là où on n'a pas de réseau, qui vont permettre d'avoir une couverture mobile d'une centaine de mètres, ou des macrocells qui pourront aller jusqu'au kilomètre. Ça permet de faire des extensions de couverture, mais ça permet aussi pour les opérateurs de densifier le réseau. En ville, par exemple, pour aller plus indoor, pour aller développer de plus en plus des petites cellules aux endroits où il y a beaucoup de trafic, où il y a beaucoup de communication. Il y a des solutions hybrides qui, si on utilise par exemple le satellite avec des box satellites, qui vont permettre à la fois d'apporter un lien IP dans des endroits qui ne seront pas couverts et ensuite de couvrir en termes de mobilité par des small cells la zone en question. Ces solutions satellites existent, elles fonctionnent bien. Elles permettent des débits allant de 2 à 20 mégabits par seconde aujourd'hui. Nous, on travaille avec la société Nortel, qui est une filiale d'Orange et qui propose ce type de solution. Le problème des solutions satellites, c'est la latence. Donc, ça dépendra beaucoup des usages que vous allez en faire. Si vous avez besoin d'un temps de réponse rapide, à ce moment-là, vous aurez localement un temps de réponse rapide, mais pas par le lien satellite. Enfin, pas toujours. Donc, ça dépendra vraiment des usages. La couverture, la qualité est plus ou moins bonne sur le médium radio, mais si on a une bonne antenne au niveau du mobile et une bonne antenne réceptrice, on peut multiplier par 3 ou 4 la couverture. L'ARCEP fixe ses objectifs de couverture, fixe aussi des objectifs pour les zones moins denses, de manière à ce que les nouveaux réseaux ne captent pas uniquement les besoins dans les villes, mais soient aussi déployés dans les zones à faible densité. Voilà. Donc pour la 5G, l'idée c'est de permettre une connexion partout et tout le temps. Ce n'est pas uniquement du haut débit. Donc c'est une technologie qui va faire l'association, qui va faire la réunification entre les mondes de l'industrie et les mondes du grand public. Aujourd'hui, avec la 4G, on voit se développer des solutions Internet des objets, un peu à la marge de la 4G. On a parlé l'année dernière de LoRa, de Sigfox,
Les réseaux mobiles sont en train de standardiser ça au travers de solutions mobiles existantes en 2G, 3G ou 4G. Alors il y a les grands constructeurs comme Ericsson, comme Huawei, des opérateurs comme Vodafone, Orange, qui travaillent sur ces solutions, qui vont les mettre en service rapidement. Mais avec la 5G, on va standardiser tout ça et on verra apparaître des solutions qui offriront une gamme, une possibilité d'ouverture vers les services beaucoup plus importante. Voilà, donc ce n'est pas uniquement une solution pour les terminaux, pour les smartphones, mais une solution beaucoup plus large. Donc en 5G, on aura des débits bien plus importants, qui sont 100 fois plus rapides que la 4G, avec des temps de latence très très courts, de l'ordre de la milliseconde, des connexions par cellule beaucoup plus importantes, on parle de 60 000 devices par cellule. Aujourd'hui, on est au stade des spécifications au 3GPP. Et il y a des opérateurs comme Samsung ou Huawei qui voudraient introduire la 5G dès 2018 pour les Jeux Olympiques. Donc là, il y a une forte demande. Jeux Olympiques d'hiver ou d'été en 2020. Donc ça va aller relativement vite. On est plutôt ici, non pas dans une rupture, mais dans une extension de ce qui a été fait en 4G avec de nouvelles technologies. Par exemple, on n'aura plus les grandes antennes qu'on voit sur les mâts, mais on aura une flopée de petites antennes capables d'aller cibler une zone particulière pour donner un débit à la demande à des devices ou des smartphones. En termes de fréquences, on va sans doute passer soit des fréquences basses comme le 700 mégas pour aller couvrir des zones étendues, soit vers le 6 gigas, donc des fréquences beaucoup plus élevées, pour aller vers des zones en microcellules dans la ville. Voilà, alors les besoins, donc c'est toujours des technologies drivées par les besoins, hein. Ils sont en gros de 3 types. Le Massive IoT, là, le MMTT, qui a pour objectif de traiter tout ce qui est du domaine de l'Internet des objets, avec une couverture plus importante, avec des débits faibles, on n'a pas besoin de beaucoup de débit, et des consommations aussi faibles. Ça, c'est un enjeu important, c'est de pouvoir fabriquer des devices plutôt dans le domaine de l'IoT, qui consomment très peu et qui, sur une pile, sont capables de durer 10 à 15 ans. Donc il y a des spécifications en cours sur ce sujet-là au 3GPP. Vous avez un autre pilier qui est le Enhanced Mobile Broadband. Donc là, on est dans le très haut débit, on est dans la vidéo 4K, on est dans la réalité virtuelle. Donc on imagine beaucoup de solutions qui pourraient être du monde grand public ou du monde entreprise. Et puis, la 5G va aussi amener un autre pan intéressant sur l'ultra reliable and low latency. Donc là, on parle de communication ultra fiable. Donc aujourd'hui, on est dans un monde difficile en termes de sécurité, hein. On investit beaucoup dans toutes les entreprises sur la cybersécurité. Donc c'est un enjeu important dans la 5G de pouvoir faire construire des réseaux fiables, des réseaux sécurisés, avec de faibles latences. On a vu des exemples aujourd'hui sur des réseaux, les premiers réseaux IoT qui commençaient à être piratés. Il suffit de se mettre à la place d'une antenne et de capter les messages. Voilà, tout ça, c'est un enjeu très très fort dans l'industrie que de pouvoir faire des réseaux fiables et ouverts et cloisonnés à la fois et éviter le piratage. En termes d'usage, eh bien, on va avoir un peu tous les types d'usages, que ce soit dans l'industrie, pour les robots, le big data, tout ce qui va permettre d'améliorer beaucoup de choses en matière numérique dans l'industrie. Ça peut être l'énergie avec le smart grid, la gestion du grid et du réseau énergétique, mais on voit aussi avec tout ce qui est énergie renouvelable, qu'il y a plein de données et d'informations qui vont être nécessaires pour injecter de l'énergie dans les réseaux sans perturber ces réseaux tout en gardant leur équilibre. Dans le domaine de la santé, il y a déjà eu des travaux sur la téléchirurgie, sur la possibilité de gestion à distance. Donc là, il faudra peut-être des temps de réaction rapides pour pouvoir adresser ces différents services.
Et dans le domaine de la voiture, ben, vous avez vu les voitures Google et autres, Orange, nous on a un partenariat avec Ericsson et Deutsche Telekom pour travailler sur ces sujets-là. La voiture, c'est un ensemble de capteurs. C'est vrai aussi pour le tracteur dans le monde agricole. Sur le bus, on va capter tout un tas d'informations qui vont être utiles pour la gestion de ces équipements. Et c'est là où le D2D, donc le transfert de données et l'interaction entre véhicules sera important. Et on aura des échanges de messages entre route et véhicule à véhicule pour avoir du vrai temps réel. Donc la 5G, ce n'est pas un usage unique, c'est des usages et un ciblage des performances vers les usages. Alors, le panorama aujourd'hui, c'est d'avoir des réseaux un peu hybrides, hein, des réseaux Sigfox, LoRa, Silver Spring et autres, qui vont être des réseaux plutôt broadcast. C'est les réseaux qu'on voit aujourd'hui parce que le standard 4G en termes d'IoT, il n'est pas encore tout à fait finalisé. Ces réseaux existent, ils continueront à exister, ils rendent beaucoup de services, ils vont se développer, mais ils ne sont pas normalisés. Et l'industrie aime bien les choses normalisées pour construire des solutions qui vont se vendre en grand nombre dans tous les pays. Donc l'industrie mobile aujourd'hui travaille sur les nouveaux réseaux et il y a des initiatives de standardisation et de démarrage sur ces nouveaux réseaux dans les réseaux mobiles. Alors plutôt en 2G, 3G, 4G aujourd'hui, le temps que les standards 5G arrivent. Voilà, ça c'est juste un petit programme de la 5G. Vous voyez, ça ne se fait pas d'un seul coup, hein. Ça commence en 2015 et l'objectif c'est d'avoir les premières expérimentations sur le terrain en 2020. Même s'il y aura des expérimentations un peu antérieures pour les Jeux Olympiques, qui seront des clones un peu de la 5G, mais pas les spécifications définitives. En conclusion, la standardisation, maintenant, elle joue un rôle clé. Hein, ce n'était pas forcément le cas au départ. Les Sigfox LoRa participent aussi à des groupes de standardisation pour amener leur asset dans les futurs specs qui seront validés. La 5G, effectivement, va apporter tous ces volumes, va permettre des extensions de couverture. On l'a vu avec le D2D, on peut le voir avec les small cells. Et élargira vraiment, donnera de nouvelles possibilités. Est-ce que les réseaux actuels vont disparaître au profit des futurs réseaux ? C'est pas évident. Une fois que le marché est installé, une fois que les clients utilisent et qu'on a une avance en termes d'expérience terrain sur les réseaux existants, c'est très très intéressant. Et je pense qu'on arrivera à un mixte de réseaux entre les besoins des très hauts débits, les besoins de latence très faibles, les besoins de l'IoT avec des couvertures très importantes pour des débits et des consos très faibles. Merci beaucoup, on vous applaudit.